Bonsoir à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Donc, on est désolé pour le retard. On va démarrer la conférence. Donc, je vais laisser Bastien démarrer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour notre conférence dans le cadre de la House of Finance, dont le thème de cette année est durabilité, technologie, responsabilité, les nouvelles voies de la finance. Donc, notre conférence de ce soir sera un moment de débat, mais aussi de réflexion sur le thème que vous pouvez voir sur les différents écrans de la salle. Donc, comment la banque d'investissement et ses métiers s'adaptent aux évolutions de la technologie. L'IA, une solution. Donc, le Master 268, qui regroupe des étudiants de la finance de marché et d'entreprise, est ravi de pouvoir animer cette 9e édition de la House of Finance. En effet, étant des alternants, on est complètement intégrés dans la vie professionnelle et il est important que nos enseignements intègrent justement les défis de demain. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir 5 intervenants qui sont experts et spécialistes de ce sujet. Donc, merci à Grégory Gilson, Jean-Philippe Zadwarna, Grégoire Colombet, Olivier Gilloire et Romaric Grolet. Et on remercie également Mathieu Caïb qui n'est pas parmi nous ce soir suite à un imprévu. Voilà, donc pour introduire notre sujet avec profondeur et la perspective historique nécessaire, donc Grégoire Colombet va nous faire une introduction offrant un aperçu du sujet, de l'évolution de l'intelligence artificielle, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc je laisse maintenant la place à Grégoire et merci encore à tous d'être là ce soir. Bonne conférence à tous. Merci Bastien. Donc, bonjour à tous, Grégoire Colombet. Donc, en plus de la charge de vous expliciter globalement les tenants et les aboutissants de l'intelligence artificielle de manière générale, j'aurai également le plaisir de modérer ces discussions qui promettent d'être très intéressantes et potentiellement animées. Donc, pour démarrer, première définition de l'intelligence artificielle. Donc, c'est avant tout à la base un domaine de recherche qui date ni plus ni moins de la fin des années 50. Domaine de recherche dans l'informatique et dans la théorie de l'information. Globalement, ce domaine de recherche consiste à regrouper en fait toutes les capacités de programmes informatiques qui reproduisent des comportements qu'on associe au raisonnement humain, donc interagir, apprendre, interpréter, résoudre. Avec une histoire aussi longue, c'est peu dire que l'intelligence artificielle a pas mal évolué. Elle a d'abord commencé avec des systèmes experts, donc un ensemble de règles qui consistaient globalement à retranscrire la substantifique moelle de l'expertise de certains experts. L'ensemble de ces règles étant ensuite reproduites sous forme de programmes informatiques déterministes, selon une logique relativement binaire. Ensuite, première évolution majeure de l'intelligence artificielle, ça a été de basculer non plus d'une logique déterministe, mais une logique probabiliste. Donc cette fois-ci, on n'avait plus besoin de programmer explicitement des programmes d'intelligence artificielle. On déduisait quelque part des règles statistiques à partir d'exemples représentatifs des différents cas d'usage qu'on voudrait pouvoir couvrir. Ensuite est apparu globalement, à peu près au milieu des années 90, le deep learning, donc, qui est un sous-ensemble du machine learning, qui, en plus de cette logique probabiliste, ajoute une logique cognitive, donc, qui cette fois-ci consiste à reproduire certaines formes de raisonnement qu'on associe encore une fois à l'esprit humain, sous forme de réseaux de neurones, donc avec différentes fonctionnalités représentées par des neurones, pour pouvoir ensuite représenter différents raisonnements. Ensuite, et enfin, on arrive à l'IA générative qui cristallise aujourd'hui la plupart des débats dont on entend parler matin, midi et soir. L'IA générative qui est un sous-ensemble, encore une fois, du deep learning et qui consiste cette fois-ci à partir d'une logique de fondation, c'est-à-dire qu'on va prendre des domaines conséquents, par exemple le texte, la vidéo, les images, en apprenant sur des données en quantité faramineuse et à partir de cette quantité de données faramineuses, être en capacité de produire des éléments nouveaux. Aujourd'hui, donc, on parle d'IA générative comme une révolution, donc c'est important de comprendre à quel titre est-ce qu'on peut effectivement considérer que l'apparition de cette version de l'intelligence artificielle est effectivement différenciante. La première chose à considérer, c'est que c'est une révolution d'abord dans son accessibilité.
Aujourd'hui, tout un chacun a pu tester les dernières évolutions de ChatGPT via OpenAI, ce qui était plutôt réservé à un échantillon d'experts jusqu'à présent. L'autre aspect extrêmement intéressant, c'est que si on prend la définition propre de l'intelligence, c'est aussi une capacité à s'adapter, et qu'aujourd'hui, ces modèles d'IA générative, ils sont en capacité de réaliser différentes fonctions pour un ensemble de documents particuliers. Donc aujourd'hui, on peut résumer, traduire, produire de nouveaux textes avec un seul modèle, là où par le passé, on avait besoin d'avoir un modèle pour chacune de ces fonctionnalités. Donc c'est en cela, globalement, qu'on arrive à factoriser l'intégralité des développements dont on avait besoin à l'époque pour pouvoir réussir à faire ce que fait ces modèles d'IA génératifs aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va donc pouvoir discuter des impacts de l'intelligence artificielle spécifiquement sur les marchés financiers et a fortiori dans la banque d'investissement. Et pour démarrer ce thème 1, on va laisser la parole à Grégory qui va pouvoir nous expliciter tout d'abord les différences au sein de ce secteur. Bonjour à tous, Grégory Gilson, mais je crois que j'ai grillé la place à Olivier, pardon. D'accord, ok. Donc moi je vais vous parler déjà de planter un peu le décor sur une distinction qui me semble importante, c'est dans une banque de financement et d'investissement, il y a deux mondes aujourd'hui. Il y a la banque de marché qui est très digitalisée, informatisée historiquement, puisqu'on est sur des produits relativement standards qui doivent aller du front office jusqu'à être débouclés en comptabilité, en finance et en risque, évidemment. La banque de financement, c'est un peu différent. On a un niveau de maturité qui est quand même très éloigné, puisque les outils, on va dire, et le traitement de l'information est principalement basé historiquement dans les middle et dans les back-office pour arriver à la finance. Toutes les fonctions de front office, de coverage sont relativement peu informatisées. Et donc, si on imagine un mode de fonctionnement tel qu'il est sur le marché, eh bien, on a un certain nombre de pas à franchir avant d'en arriver là. Donc ça me semblait intéressant et important de bien distinguer les deux mondes, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on voit dans le monde du financement les investissements technologiques changer depuis entre 5 et 7 ans. Là où le gros des investissements était sur les systèmes middle back office finance, on est en train de remonter petit à petit la chaîne et on voit des investissements qui commencent à se faire sur le haut de la chaîne de valeur. Avec des front office qui aujourd'hui, je ne vais pas dire font de l'informatique, mais commencent à rentrer de l'information dans des systèmes. Et c'est le premier pas pour moi pour pouvoir capitaliser sur des technologies telles que l'intelligence artificielle, mais plus largement la manipulation de données. Là où je vois aussi un gros changement depuis les dernières années, c'est la quantité de données, alors non seulement internes avec les systèmes qui se multiplient, mais également les flux de données externes. Et dans les flux de données externes, il y a des flux d'informations, où c'est vraiment du texte, des news, des choses qu'il faut exploiter, qu'il faut capter à la volée, et des données plus structurées avec la multiplication des data providers qui ne cessent de toquer à votre porte en tant que banque pour proposer bien souvent les mêmes services les uns et les autres sous des formats différents. Donc, une évolution. Maintenant, que fait-on avec ce paysage qui change, ces données qui se multiplient? Quels sont les cas d'usage? Là, je vais laisser Jean-Philippe vous en parler. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Grégory, on a une explosion des données à toutes les échelles dans la banque. Et il faut distinguer pour moi vraiment deux typologies de données. Les données structurées, c'est-à-dire des beaux tableaux Excel avec une donnée de qualité, tout le monde connaît. La banque de financement exploite tout ça depuis longtemps. La banque d'investissement. Il ne faut pas oublier les données non structurées, parce que la quantité de données, elle est aussi dans les centaines de pages qu'au quotidien, les originateurs, par exemple, doivent compulser pour extraire des données, pour faire des synthèses, etc. Et là, la perspective avec des outils de type IA générative, comme l'expliquerait Grégoire, de pouvoir charger des centaines de pages en anglais ou en français, dans n'importe quelle langue, et pouvoir ensuite interagir avec ce document en posant simplement des questions en langage naturel. Fais-moi un résumé, donne-moi les 5 points qui montrent la politique ESG de telle ou telle entreprise, à partir de documents publics, mais aussi, si les conditions techniques le permettent, à partir de documents privés. Là, c'est une vraie révolution aussi.
Donc je pense que les investissements dont parlait Grégory doivent aussi aller par là, c'est donner à l'originateur, donner aux financiers au sens large les moyens d'exploiter des données qui prenaient un temps infini à exploiter et qui aujourd'hui, grâce à l'IA générative, permet vraiment de faciliter le quotidien. Voilà. On peut peut-être ajouter une petite chose sans vouloir dévoiler le reste de la réunion, mais c'est un grand pouvoir, et je veux faire un petit jeu de mots. Un grand pouvoir dit grande responsabilité, c'est-à-dire que la puissance nécessaire pour exploiter tous ces documents n'est pas à négliger d'une part, et aussi, j'ai parlé de documents privés. C'est facile de charger un document sur ChatGPT s'il est public. Ça pose beaucoup de questions quand il s'agit de documents privés. En revanche, la puissance dont je parlais, est-ce qu'on l'a en interne dans une banque de financement avec son équipe informatique? C'est pas sûr. Donc se pose plein de questions sur quel est le provider qu'on va utiliser? Est-ce qu'on est obligé d'aller vers un provider? Est-ce qu'on peut utiliser des modèles plus petits qui vont tourner, comme on dit, on-premise, c'est-à-dire dans nos propres data centers? Autant de sujets qui vont arriver dans la suite de la discussion. C'est presque déjà un spoiler. Donc Olivier, tu peux peut-être nous donner ta perspective plus côté SCIB? Oui, je vais être dans le prolongement de ce qu'ont dit mes collègues juste avant de Crédit Agricole, mais effectivement, on vient d'un monde où l'IA était essentiellement quantitative. Donc on avait beaucoup de manipulation de chiffres, de projections, d'analyse de risque autour de ça ou d'anticipation. Là, on change complètement de domaine puisqu'on a une IA qui, cette fois, commence à manipuler du langage. Donc c'est tout ce qu'elle sait faire, mais c'est déjà beaucoup. Et cette capacité à manipuler du langage, en fait, ça nous ouvre énormément de cas d'usage, de choses qu'on ne pouvait pas jusqu'ici traiter. Donc on a parlé des financements. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, c'est des opportunités hyper intéressantes pour toute la partie construction des dossiers de financement, pour créer des dossiers de façon quasiment automatisée pour une partie. Donc là, je vois des intérêts énormes de ce côté-là, aussi pour vérifier que tout ce qu'on aura dans nos systèmes de transactions corresponde bien à la documentation, au contrat. Ça, on a des IA génératives qui savent le faire. Et en fait, la grosse différence par rapport aux générations d'IA précédentes qui commençaient déjà à manipuler du texte, mais c'est surtout que là, on a des modèles qui sont pré-entraînés. Donc le P de GPT, il vient bien du pre-trained. Ça veut dire qu'on a des IA qui sont de grande taille et qui ont été entraînés à manipuler du langage et qui, en fait, on voit émerger dans ces modèles des capacités d'abstraction du langage qu'on trouve aussi dans le langage humain, ce qui est quand même hyper intéressant. C'est-à-dire que quand vous lui demandez de classifier différentes choses, il va trouver de lui-même quelle catégorie ça appartient ou comment je rassemble des choses de même ordre. Et ce qui est intéressant en même temps que quelque chose dont il faut se méfier, c'est que finalement, pour l'instant, l'ingénierie dépasse la recherche. C'est-à-dire qu'ils font des choses, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc ces gros modèles de langage nous montrent des capacités extrêmement intéressantes. Et quand on aura vraiment compris comment ça fonctionne et pourquoi ils ont ce type de comportement, on saura mieux les maîtriser. Mais pour l'instant, ça veut dire qu'il faut aussi être très prudent par rapport à ça et bien l'encadrer. Donc c'est des choses qu'on commence à apprendre à maîtriser et à voir fonctionner. Donc, c'est très intéressant. Mais ça nous montre aussi les limites. Et si on parle de cas d'application, je vais reprendre aussi ce qu'on disait juste avant, mais finalement, on a les domaines de financement qui ont toujours été très texte. On a les domaines de la recherche économique qui sont aussi très basés sur de la rédaction, de la documentation. J'ai un de mes collègues qui disait, pour plaisanter à moitié, mais l'analyse financière, c'est un genre littéraire mineur. Et c'est assez vrai, en final. C'est beaucoup de documents produits. Alors, est-ce que l'IA générative transforme ces métiers aussi pour changer la façon dont on fonctionne? C'est-à-dire, en tant que client, j'ai plus forcément un report PDF de 40, 50 pages. Mais au contraire, j'ai la capacité à aller interroger, et non pas un rapport, mais l'ensemble de la connaissance de la banque. Ça, c'est des choses qu'on est en train de creuser et de voir si ça peut apporter des choses. Et puis, évidemment, on a tout ce qui est middle, back-office, gestion de tout ce qui est traitement, confirmation, règlement, les process KYC, tout ce qui est autour du juridique, évidemment. Tout ça, c'est des métiers qui sont très, très demandeurs de capacité à traiter du texte et du langage. Donc, si je conclue, en tout cas, ça nous ouvre, pour cette partie-là, en tout cas, ça nous ouvre beaucoup de potentiel pour automatiser des tâches jusque-là assez rébarbatives, pas forcément à grande valeur ajoutée, mais qu'on ne savait pas vraiment bien gérer jusque-là. Ou alors avec des processus d'entraînement et des jeux de données d'entraînement qui étaient tellement
comment dire, énorme en fait. Enfin, la quantité de données qu'il fallait utiliser pour entraîner les machines était si élevée que en fait, ça annulait tout intérêt en fait pour investir là-dedans. Et là, avec ces modèles pré-entraînés, eh ben, subitement, tout ce pan de cas d'usage s'ouvre. Et donc, Romaric, toi qui as eu l'occasion de structurer un peu l'approche de CACIB précisément sur ces sujets d'intelligence artificielle au fil des années, est-ce que tu peux nous dire, peut-être au sens un peu plus large de la banque, quels ont été les usages et quels ont été globalement les bénéfices que tu as pu constater jusqu'à présent appliqués à la BFI? Je me demandais comment tu allais faire la transition, bien joué. Romaric, hein, pas Romarin, mais je le mérite bien, j'étais très en retard. Alors peut-être deux petites choses. On ne vous a pas expliqué comment ça marchait l'IA générative. Donc je vais essayer en 2h30. Non, je plaisante. Comme tu l'as dit, c'est des réseaux de neurones. Ça, vous l'avez à peu près compris. Un réseau de neurones, c'est quoi? C'est en gros des matrices qui permettent de calculer des choses compliquées. Ce qui est intéressant sur les IA génératives, c'est que c'est donc des réseaux de neurones massifs, d'accord, qui contiennent plusieurs centaines de milliards de paramètres. Plusieurs centaines de milliards de paramètres, d'accord. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est que pour pouvoir les faire tourner, il faut des puissances de calcul assez hors normes. Autre élément important, c'est qu'ils ont été entraînés massivement, forcément, sur des corpus qui existent depuis pas tant de temps que ça, d'accord. Entraîner une IA générative sur de l'anglais, sur Wikipédia, sur des corpus qui sont gigantesques, ça demande aussi des ressources, cette fois-ci en machine aussi, mais en homme. Et puis le petit détail qu'on nommait aussi, c'est qu'il y a eu des humains derrière. Qu'on dit ça, c'est bon, ça, bof, ça, c'est pas bon. Hein, vous vous rappelez peut-être d'IA, on va dire pré-générative, qui se mettait à dialoguer avec vous et qui peut parler comme un extrémiste fasciste assez aisément. Donc on a passé cette période-là justement grâce à cette interaction avec les humains. Et puis ce que ça fait concrètement, c'est un truc tout bête à dire, c'est que ça prédit le prochain mot. D'accord ? Et ça le fait d'une manière récurrente jusqu'à temps que la réponse soit satisfaisante. Donc ces IA génératives, comme mes collègues l'ont très très bien dit, c'est un potentiel assez gigantesque dans les banques. Les cabinets de conseil externes, il faut toujours faire confiance aux cabinets de conseil externes, nous prévoient entre 20 et 30% de gains d'efficacité à l'échelle de la banque. CACIB, c'est un secret pour personne. Notre empreinte de coût, c'est 2200 millions d'euros. 30%, ça va aller? Ouais, ok. Donc c'est ça le gain attendu. Nous, dans les gains qu'on arrive à voir à peu près à coup sûr, sur différents métiers, on arrive à aller chercher 10 ou 15%. C'est là-dessus qu'on s'engage aujourd'hui. Dans les programmes qu'on est en train de construire, qu'on a même construit, c'est le type d'engagement qu'on prend. Et on va essayer d'aller au-delà, mais c'est 10 ou 15%. Et ce n'est pas uniforme sur la banque. Hein, c'est ce que vous a dit Grégory, Jean-Philippe et Olivier. Il y a des métiers sur lesquels l'IA générative va avoir un apport d'efficacité très fort. Les métiers en gros documentaires, pour être très grossier. Et les gains d'efficacité ailleurs, c'est plutôt avec l'IA classique. Moi, mon métier, c'est d'être en charge de l'innovation. Donc, quand on est en charge de l'innovation, il faut avoir une boussole pour se dire est-ce que c'est bullshit ou est-ce que c'est vraiment une transformation? Et en fait, on ne sait jamais vraiment si c'est bullshit ou si c'est de la transformation. Il y a 1 an et demi, on était tous à fond sur le métaverse avec nos lunettes de VR. C'était top. On était persuadés qu'on allait vendre des NFT sur le métaverse. Bon, puis ça s'est arrêté. Donc, une manière d'avoir cette boussole-là, est-ce que c'est bullshit ou est-ce que c'est pas bullshit, c'est de regarder comment bougent nos concurrents, bien sûr, et les gouvernements. Les gouvernements, je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, il y a eu un article dans Le Monde qui était assez édifiant, qui commençait à chiffrer l'impact sur l'économie de l'IA générative. Alors, les économistes ont sorti leurs règles à calcul, et ils ont fait des calculs très complexes, et ils ont trouvé entre eux, alors je ne sais plus, j'ai plus mes notes, mais je crois que c'est entre 0,8% et 2% sur le PIB par an sur les 15 prochaines années. Donc c'est un impact qui est entre celui de la digitalisation dans les années 2000 et celui de l'électricité en Europe dans les années 20. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est quand même un indice. Alors ils se sont peut-être trompés, les économistes, ça leur arrive de temps en temps. Mais c'est quand même, sur le papier, un truc qui est assez engageant. Le truc qui est assez engageant, c'est l'investissement que tout le monde met là-dessus. Là, pareil, quand on est investisseur, de temps en temps, on se trompe. Mais les montants d'investissement sur OpenAI, sur Mistral, sur Anthropic, chez Google régulièrement, chez Amazon régulièrement, sont colossaux.
Ils sont véritablement colossaux. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Bon, gardons-nous à l'esprit que Meta disait aussi plusieurs dizaines de millions d'euros sur le métaverse. Voilà, ça c'est pour le contrepoint. Mais quand même, là, ça n'est pas que Meta, c'est plein d'entités qui investissent massivement là-dessus. Et puis peut-être le dernier point pour conclure, c'est intéressant, on pourrait se dire le game est plié. On pourrait se dire OpenAI, ils sont champions, en plus ils ont fait un partenariat en or massif avec Microsoft, c'est bon, fini, on va tous chez OpenAI, fin de l'histoire. Ça pose des questions de risque, mais on va en parler juste un peu après. Et en fait, ce n'est pas du tout vrai. Quand vous regardez ce qui se passe maintenant, vous voyez des éditeurs qui viennent avec des modèles qui battent GPT-4. C'est le cas de Claude 3 d'Anthropic, c'est le cas de Mistral dans une certaine mesure. Donc le game n'est pas plié. Il y a encore des choses à aller chercher pour améliorer l'efficacité de ces modèles. Donc nous, ça nous pose forcément une question. Quand on a quelque chose de très concurrentiel comme ça, nous, dans les banques, on doit fabriquer les choses d'une certaine manière pour bénéficier de ça, et mes camarades en parleront peut-être un petit peu. Et ça pose aussi la question de c'est quoi la capacité en face de calcul qu'on met. Et pareil, on en reparlera un petit peu dans les risques. Alors, comme tu le dis, ça fait déjà un peu plus d'1 an et demi que ChatGPT est sorti. Et ça pose en fait, au-delà des expérimentations, la question de l'adoption. Il y a une dernière étude de la AWS qui est sortie en novembre 2023 qui dit « Ok, tout le monde est intéressé par l'IA, mais la réalité des chiffres, c'est quoi? C'est 6% des personnes interrogées qui ont effectivement utilisé ce type de technologie intégrée dans des processus concrets, métiers qui apportent de la valeur. » Donc ça pose clairement la question des freins, ou en tout cas des facteurs favorisants. Vous en avez évoqué quelques-uns. Est-ce que, Olivier, tu veux nous en dire quelques mots de la perspective de la SGIP? Oui, effectivement. Alors, la première chose, je pense, et en particulier dans la banque de financement et d'investissement, et en particulier en France, on a un terreau qui est quand même hyper favorable pour ce type de réflexion. On a en fait en BFI des gens qui globalement ont fait des hautes études, qui sont formés à réfléchir et à conceptualiser beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'on a en fait des gens qui sont complètement aptes à appréhender ce genre de technologie, se l'approprier et en faire quelque chose. Et en particulier, en fait, on va trouver souvent la valeur dans le fait de pouvoir connecter la technologie avec le métier. Donc la double compétence. La double compétence en fait de comprendre l'IT et le métier, c'est ça qui permet de créer de la valeur et de créer des choses nouvelles et intéressantes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, ce qui est particulier ou en tout cas transformant avec l'IA générative, c'est sa capacité à être accédée par tout un chacun. Donc ça veut dire que en fait tout le monde a entendu parler de ChatGPT. Et concrètement, ça veut dire que quand je vais sur un desk de trading voir le patron de desk et lui parler de l'IA générative, les idées, elles affluent. Très vite, on va discuter de choses concrètes, on va avoir des projets, on va imaginer plein de choses. Là où ça se complique un petit peu, c'est dans la capacité pour nous à mettre en œuvre. Technologiquement, en fait, on a plutôt un terrain favorable également parce qu'en fait, avec toutes les startups, toute l'innovation technologique qu'il y a, les moyens qui ont été mis avec des acteurs comme Amazon, Microsoft, Google, on a très facilement en fait accès à tous ces modèles d'IA générative. Si je veux utiliser ChatGPT de façon sécurisée dans notre environnement, j'ai qu'à payer au nombre de mots que j'envoie et c'est en plus relativement peu cher. Donc la barrière technologique, elle n'est pas si importante. En fait, c'est plutôt la barrière réglementaire qui va être plus difficile. Parce que derrière tout ça, en fait, le cœur de tout ça, c'est la donnée. Donc comment est-ce qu'on protège notre donnée, celle de nos clients? Comment est-ce qu'on s'assure que tout ça est fait dans les règles de l'art en protégeant nos données personnelles, le secret bancaire et tous ces sujets que vous connaissez. Comment on s'assure que nos données sont de qualité également, parce que comme toujours en IA, qui dit une IA de qualité, dit des données de qualité. Et finalement, on en revient à des sujets qui ne sont pas si neufs que ça, qui sont comment est-ce que je gère ma donnée dans l'entreprise, comment je m'assure que j'ai les bonnes données qui sont de qualité, sauf que cette fois-ci, ça se pose sur les données non structurées, tout ce qui est texte. Et puis tout le cadre réglementaire qui est en train de se mettre en place avec les AI Act, ce genre de choses, qui nous oblige en plus à travailler sur des réglementations qui ne sont pas complètement finalisées. Donc nous, notre quotidien, en fait, c'est autant de parler métier, technologie, que de parler juridique, compliance, et de voir comment et dans quel cadre on peut mettre en place cette innovation de façon dans le respect des lois, des réglementations et puis des principes fondamentaux qui sous-tendent tout ça.
cela dit, la réglementation, et je terminerai là-dessus, la réglementation reste quand même quelque chose d'important, et je pense que quelque part, même si dans nos quotidiens, c'est pas toujours évident à gérer, être citoyen de l'Union européenne et dans un endroit où on se dit que finalement c'est bien d'encadrer les usages de l'IA, ce qu'on a le droit d'en faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire avec ça, c'est plutôt rassurant en fait. Donc voilà, il faut voir le verre à moitié plein aussi quelquefois. Si je résume, des facteurs favorisants avec une disponibilité de la technologie qui est quand même présente, qui permet de facilement capter les usages auprès des métiers où globalement les idées foisonnent, et des freins sur la qualité des données, mais ça c'est quelque chose, comme tu disais, qui était déjà présent au préalable, mais des aspects réglementaires qui globalement sont aussi contraignants. Est-ce que, Jean-Philippe, tu veux nous donner une perspective différente ? Différentes, pas forcément, mais ce qui peut favoriser l'adoption, c'est le fait qu'au quotidien, dans nos vies quotidiennes, je ne parle même pas de la vie au travail, c'est que l'IA générative est partout. Il n'y a pas un jour où on ne va pas apprendre qu'une nouvelle prouesse technologique a été faite par un tel ou par un autre. Donc une sorte de banalisation. L'IA générative, l'IA au sens large, sort de son carcan, disons, et on n'est plus limité vraiment à une sorte d'élite technique qui aurait accès à ces sujets. Aussi, il y a dans les entreprises une volonté de faire en sorte que les gens sachent de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il y a des efforts d'acculturation. Ça peut paraître surprenant, mais en contrepoint par rapport à ce que tu disais, ça peut dépendre des banques, je ne sais pas. Mais non, si on fait le tour des popotes et qu'on dit à une assemblée autour de la table, avez-vous déjà essayé ChatGPT ? On s'attend à un raz-de-marée de oui. Mais pas forcément. Ce qui fait qu'il y a un chemin vraiment nécessaire, à mes yeux, à nos yeux, pour dire, OK, parler d'IA au travail, c'est bien, mais n'oublions pas que tous ces financiers, tous ces originateurs, leur quotidien à eux, c'est vraiment le commerce. C'est vraiment le nez dans le guidon. J'ai pas le temps de lever la tête du guidon, et donc me faire croire qu'il va y avoir telle ou telle solution qui va m'aider au quotidien, il faut déjà que la personne comprenne ce qui est possible de faire. Donc découvrir le champ des possibles, c'est nécessaire. Et pour ça, parler d'IA directement, c'est un pari, c'est pas celui qu'on prend. On veut déjà avoir une sorte de chemin vers, alors c'est une expression que j'aime bien, c'est la data literacy. C'est-à-dire qu'on a les soft skills, les hard skills, eh bien, il faut qu'on aille vers plus de connaissances en termes de vocabulaire, en termes de grands principes, entre des gens dont ce n'est pas le métier, mais vraiment être capable au sein d'une équipe de parler à un data scientist, à un juriste, à un économiste, etc., sur un langage commun en termes de data, c'est ça qui va permettre l'adoption de ces nouveaux usages. Tant qu'il n'y a pas ce terreau d'une connaissance minimale, mais vraiment data literacy à mettre sur vos CV, je pense que ce sera difficile. Donc il y a une sorte quand même de chemin personnel à faire. Ne vous laissez pas distancer. Le train passe, il ne faut pas le laisser passer. Et à côté de ces grands mots, on a quand même quelques succès chez nous. C'est vrai que les succès en appellent d'autres, mais il faut quand même convaincre. C'est-à-dire que je parlais des gens qui ont le nez dans le guidon. S'ils voient que leurs petits copains dans un service similaire au leur bénéficient d'une application qui va leur permettre de trouver dans un contrat les critères qui vont permettre de savoir si tel ou tel contrat est éligible à titrisation. Pourquoi ? Parce que dans la clause A, B, C, qui se trouve au fin fond de la page 500, l'expression de la clause en question va dans le bon sens. Alors oui, ça fait naître des idées. Le terme d'ailleurs, c'est idéation. On a aussi en interne des campagnes d'idéation pour que, sur base des exemples, sur base d'explications, eh bien, les paroles se libèrent et vraiment le champ des possibles s'ouvre. Tant qu'il n'y a pas ça, on reste sur un carcan, comme je le disais. C'est un domaine d'expert, c'est pas pour moi. Arrête de nous parler de ça. À toi. Pour le négatif. Transition. Donc oui, moi je me suis posé un peu sur les freins, non pas à l'adoption, parce qu'on voit bien que ça dépend du point de départ de chacun, de la culture, de la facilité ou non d'utiliser les solutions, de l'intérêt également qu'on y porte. Mais j'ai essayé de prendre un peu de recul et j'ai essayé de me dire finalement qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à se faire une idée précise à la fois de ce qu'on peut faire techniquement, de ce qui est possible de faire, de ce dont on a besoin, mais également
de mettre, j'ai envie de dire, l'étape d'après par rapport au contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et j'ai posé, moi, ce que j'appelle le carré d'or, qui doit, à un moment donné, et ce carré-là, ça doit être notre boussole, pour reprendre l'expression de Romaric. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas cette boussole. Cette boussole, je la constitue, moi, en 4 points, finalement. L'utilisation de l'IA générative, elle va dépendre de 4 choses sur lesquelles il faut qu'on arrive à se faire une conviction. Je ne vais pas forcément les citer dans l'ordre, mais le coût de ces solutions. Quelle est notre capacité d'investissement? Est-ce qu'on veut vraiment, quel est le niveau d'investissement qu'on veut mettre dans ces solutions? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est dans quelle mesure on veut que ce soit quelque chose qui réponde à des besoins de manière massive. Je vais parler de temps de réponse. Tout ça va déterminer la puissance du modèle, quelque part des coûts aussi, mais le niveau d'acceptation qu'on attend de la solution, vraiment en termes de performance. Et je distingue la performance avec le troisième point, qui est la pertinence des réponses que les modèles vont nous donner. Est-ce que je juge que c'est pertinent ou pas? Est-ce que je vais plutôt partir sur un modèle généraliste ou plutôt sur quelque chose de spécialiste? L'effort ne sera pas le même. Là aussi, il faut que j'arrive à me faire une conviction. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est qu'est-ce qu'engendre l'utilisation massive de ces solutions et quel est l'impact sur l'environnement. Et je pense que quand on arrive à mettre ne fût-ce qu'un faisceau de réponses sur chacun de ces 4 points, on arrivera à avoir un semblant de boussole qui pourra nous guider. Encore une fois, peu importe le point de départ de la personne ou de l'organisation ou de l'État qui souhaite utiliser ce genre de solution. Donc, globalement, avec ces différents freins et facteurs favorisants, toi qui as vu d'autres innovations, comme tu le rappelais tout à l'heure, est-ce que tu peux nous éclairer globalement sur ces facteurs clés de succès de ta perspective, Romaric? Je vais essayer. Les campagnes d'idéation, c'est moi qui les mène, donc merci pour la suggestion. On va les appeler libérer, délivrer à partir de l'an prochain. Non, peut-être pour faire un peu de compléter ce que Grégory dit, c'est intéressant, je trouve. Il y a plusieurs axes. Déjà, l'IA telle qu'on le faisait auparavant, avant l'IA générative, c'était un peu une IA d'artisan, si je peux me permettre. C'était quelque chose qu'on donnait à 1 ou 2 personnes, quelque chose qu'on s'échange un peu sous le menton en disant « fais gaffe, c'est important, tu vois, c'est précieux ». C'était une IA d'artisan. On faisait le modèle souvent nous-mêmes, même si on s'appuyait sur des choses à l'extérieur, mais on le faisait nous-mêmes, dans un contexte assez étroit. Ce que change l'IA générative, et ça a été dit par mes collègues, c'est qu'on s'apprête à le faire massivement. On s'apprête à mettre dans les mains de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de collaborateurs des IA génératives. Quand on fait ça, il se passe un truc. Parce que quand on acculture les collaborateurs, et d'ailleurs on va le faire avec vous tout à l'heure, préparez-vous, on leur pose des petites questions, on se dit tiens, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a surpris? Donc moi par exemple je joue en leur montrant des images, je leur montre 3 images, je leur dis avec Barack Obama, le pape et Emmanuel Macron, et je leur dis laquelle est fausse ou laquelle est vraie. Bon, et c'est un jeu parce qu'en fait elles sont toutes fausses. Quand je fais ça, je fais un truc qui est j'augmente leur vigilance pour leur dire une IA générative, par principe, elle peut vous dire des bêtises. Et donc, vous devez être hyper vigilant. Vous devez faire attention à ce qu'elle vous répond. Vous ne devez pas partir du principe que ce qui est dit est vrai parce que c'est écrit par une IA générative. Quand vous faites ça avec un collaborateur, quand vous êtes en mode artisan, tout va bien. Quand vous donnez ça à 2000 collaborateurs, ben en fait, c'est plus pareil. Et donc, comment vous gérez ce risque-là? Vu que nous sommes tous des bons techniciens, on a des trucs. Hein, on l'empêche de répondre aux questions auxquelles on ne veut pas qu'elle réponde. Hein, par exemple, on lui dit « Comment tu fais un cheesecake ?» Elle répond bah, « Je ne sais pas ». C'est bien, elle dit que je ne sais pas. Elle est meilleure que pas mal de juniors et de seniors. Mais donc, on sait faire des choses comme ça. Mais il y a toujours ce risque latent. Elle répond un truc qui est plausible, mais qui en fait est faux. C'est ça le risque, c'est de baisser votre vigilance. Et donc, heureusement, là-dessus, il commence à y avoir des solutions qui peuvent un peu faire frémir. Moi, j'ai une start-up que j'aime bien. On a le droit de faire des pubs ici ou pas? Ouais. Qui s'appelle Giscard, qu'on a vu, pas comme l'ancien président, hein.
comme Asimov, vous regarderez, et donc qui vient tester des IA d'une manière générale et des IA génératives en particulier. Donc elle leur pose des questions d'une manière un peu twistée pour voir si la réponse va être dans le champ ou hors du champ. Donc elle fait des tests d'acceptance, on va dire, ou de qualité. Donc ça, c'est quand même un truc qui est pas mal. En plus, ça s'appuie sur le framework de l'IA Act pour être capable de correctement mesurer ce que fait une IA générative. J'avais dit que je vous ferais un peu peur. En fait, pour faire ça, elle utilise une IA générative. Mais néanmoins, c'est quand même une bonne approche pour gérer des risques correctement. Okay. Autre petit point, donc, sur les artisans, donc, tu l'as dit Grégory, le passage à l'échelle, quand on fait une IA générative, on est en situation finalement plus d'intégration de technologie. D'accord ? On est moins sur la fabrication du modèle, on est plus dans... on utilise des modèles qui ont été faits à l'extérieur par des gens plus brillants que nous. Là aussi, pour le mettre à disposition de plein de gens, il faut lier ça à notre système d'information. Et là, il y a un enjeu à nouveau qui est un peu compliqué. Parce que dès qu'on le lie à notre système d'information, qu'on y mélange des données, ça pose aussi des questions de conformité, de sécurité. Et c'est assez bien documenté, une IA générative, ça s'attaque. Je ne sais pas si vous avez vu le cas de la grand-mère Air Canada, ça vous dit quelque chose ? Vous regarderez, c'est assez intéressant. L'histoire, c'est quelqu'un qui a malheureusement perdu sa grand-mère et qui pose la question à un chat qui visiblement s'appuie sur de l'IA générative pour dire à quoi j'ai le droit. L'IA générative regarde le règlement et dit si vous avez perdu votre grand-mère, eh bien le billet pour aller à ses funérailles est gratuit. Bon. Et il prend le billet d'avion, il compte se faire rembourser, et il oppose ça à Air Canada. Air Canada lui dit non, tu n'as pas respecté, non, l'IA raconte n'importe quoi. Oui, sauf qu'en fait, l'IA, il avait la preuve, et donc il s'est effectivement fait rembourser le billet. Donc une IA, ça s'attaque. Et donc il faut des mesures pour éviter qu'on puisse attaquer les IA génératives. Et là-dessus, alors il y a Giscard qui fait des choses, mais je n'ai pas vu tant de solutions qui passent à l'échelle, donc il y a des choses à creuser. Donc, vous voyez, les risques, ils sont là, il commence à y avoir des solutions, mais ce qui est surtout important, c'est que nous, comme utilisateurs, on doit garder notre vigilance absolue. Ce que ça soulève quand même comme interrogation, c'est un peu les modalités de collaboration entre l'humain et la machine. Alors, il y a une étude des amis de Romaric, des consultants, donc en l'occurrence qui portait sur 700 consultants de BCG. Donc, globalement, ils ont été répartis entre une population qui faisait leur métier au quotidien et une autre qui bénéficiait de GPT-4. Et quelque part, les résultats, ils sont assez intéressants. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une tâche qui consistait globalement à trouver des nouvelles idées de produits innovants, où la population qui bénéficiait de GPT-4 a surperformé ses pairs de 40%. En revanche, quand il s'agissait de résoudre des problèmes complexes, ce groupe qui bénéficiait de GPT-4 a, lui, sous-performé de 23%. Donc, globalement, ça permet aussi d'illustrer le fait que les usages changent fondamentalement les résultats escomptés dans un cadre de collaboration avec l'intelligence artificielle. Mais il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas uniquement évalué les performances individuelles des consultants. À un moment donné, ils se sont dit, mais OK, individuellement, ils sont effectivement nettement meilleurs. Qu'est-ce que ça donne en termes de diversité des idées, ce qui est quand même un peu important quand on veut faire de la stratégie et se différencier vis-à-vis de ses pairs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que malgré ce gain de 40% de performance individuelle, la diversité des idées avait, elle, baissé de 41%. Donc en fait, il y a quelque part tout ce facteur humain qu'il va falloir modeler, qui va être clé dans l'adoption aussi de ce type de système dans les processus, et quelque part dans les freins qui ont été escomptés globalement, au-delà des coûts, au-delà du réglementaire, etc., il y a la question de l'humain. Vous avez également tous mentionné différentes compétences nécessaires à tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle. Ça pose fondamentalement la question de la rareté, ou en tout cas de la formation de ces profils qui vont être en mesure de tirer le meilleur parti de cette technologie. Et donc on en vient un peu à notre troisième thème, qui consiste à dire, pour tous les étudiants globalement dans les services financiers, ici présents à Dauphine, quels vont être un peu les facteurs différenciants pour qu'ils puissent s'adapter globalement aux changements de leur métier pour lesquels ils étudient depuis déjà quelques années. Et donc pour démarrer, on va redonner la parole à Jean-Philippe. Oui. Romaric a parlé de vigilance tout à l'heure. En
fait, savoir distinguer le vrai du faux, si on n'est pas habitué, et encore même si on est habitué, c'est pas facile. C'est pas une tâche facile que de distinguer Barack Obama en vrai ou le pape, etc. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'intéresser au sujet. Il faut s'y initier. L'IA générative, c'est pas juste je pose une question, j'ai une réponse. Il faut savoir s'en servir aussi. Et ça s'apprend. Ça s'apprend soit tout seul, c'est la meilleure des façons, c'est-à-dire Google, il y a des cours aussi, enfin bref. Des nouveaux métiers se forment. Quand je dis savoir interroger une IA, c'est pas juste poser une question, c'est donner un contexte, donner un rôle, expliquer vraiment la sortie attendue, même dans le format voulu, etc. Donc c'est un texte construit. On ne dit pas simplement question, non, on donne le contexte, on dit qui on est, on dit le but attendu, etc. Et ça, construire ce qui s'appelle le prompt, c'est-à-dire la question posée à l'IA générative, c'est pas inné. Donc renseignez-vous sur ces sujets. Peut-être que dans les cursus de Paris-Dauphine, c'est quelque chose qui arrivera, je ne sais pas, mais savoir utiliser un outil d'IA générative, ben, c'est important. De même, il y a toute une série de mots de vocabulaire qui ne sont pas naturels. Si on vous parle d'hallucination, je serais curieux de savoir si dans la salle, tout le monde sait ce qu'est l'hallucination par rapport à une IA générative. Je vais faire le pari que non, donc je vais tenter d'expliquer. Une IA générative va vous dire une réponse. Même si elle n'a pas la réponse, elle en invente une. C'est dans cette invention que peuvent sortir des énormités. Vous avez une phrase parfaitement construite, un paragraphe exemplaire du point de vue de la grammaire, de l'orthographe, de la syntaxe, etc. Mais en plein milieu, il y a une phrase qui ne veut strictement rien dire. Pire, qui va dire quelque chose de totalement faux sans que ça se voie. Donc vraiment, il faut être vigilant, et pour être vigilant, il faut connaître. Voilà. Donc vraiment se familiariser avec l'IA, connaître un peu les limites aussi, c'est important. Dans le vocabulaire aussi, j'ai parlé tout à l'heure du fait que les équipes, des équipes pluridisciplinaires, c'était les meilleures pour faire avancer des projets, c'est-à-dire que chacun doit se comprendre. Dans le vocabulaire, il y a par exemple savoir ce qu'est l'entraînement. Sur l'IA générative, ok, ça fait un peu contresens, mais en termes d'IA quand même, savoir que pour pouvoir entraîner un modèle, eh bien, on a besoin de beaucoup de données, et que ces données, elles viennent de l'utilisateur, et que oui, l'utilisateur peut-être va être réticent à les donner, parce qu'il y a le nom du client, parce qu'il y a des montants, etc. Ça engendre beaucoup de questions. L'IA, ce n'est pas juste je claque des doigts, j'ai des tableaux Excel, et j'ai un résultat. Il faut savoir ce qu'on lui donne, il faut que ces données soient de qualité, et que tout le monde soit d'accord pour donner ces données au modèle pour s'entraîner. Enfin, on peut aussi parler encore du vocabulaire, de feedback. Qu'est-ce que c'est? Vous avez entre les mains une superbe application qui va utiliser un modèle, mais par moment vous êtes très content, on va dire le plus souvent vous êtes très content des réponses, mais parfois c'est évident, non, ça c'est faux, c'est une erreur. Est-ce qu'on en reste là, ou est-ce qu'on travaille main dans la main avec les équipes en charge de ces outils pour que le modèle s'améliore? Ça veut dire que l'utilisateur doit pouvoir, de manière native dans une interface, dire ici, c'est faux, il aurait fallu telle ou telle réponse. Donc ça veut dire que c'est un dialogue. Et pour tenir ce dialogue, encore une fois, la data literacy, pour moi, est un credo. Voilà. Enfin, c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est hors sujet, vous pourriez dire il va trop loin quand même, c'est peut-être ma casquette d'ancien informaticien ou d'informaticien tout court qui parle, mais on a parlé tout à l'heure, et peut-être que ça vous a échappé parce que peut-être vous ne connaissez pas, de Mistral, d'OpenAI, etc. Mistral, c'est gratuit, c'est open source. Est-ce que vous saviez qu'il y a un an, Hugging Face n'existait pas? Qu'est-ce que c'est que Hugging Face? Hugging Face est une plateforme qui, à l'instar d'un GitHub, que peut-être vous ne connaissez pas non plus, mais en tout cas, la communauté open source, au-delà de l'informatique, se développe à une vitesse fulgurante au niveau de l'intelligence artificielle. Vous pouvez sur étagère récupérer des modèles, il faut avoir une machine conséquente quand même, mais vous avez aussi des plateformes à disposition contre quelques euros qui vous donnent accès à la puissance nécessaire pour tester les modèles. Est-ce que c'est compliqué? Il y a un petit pas, c'est vrai, mais il est largement à la portée des étudiants comme ceux qui sont autour de nous. Voilà. Donc intéressez-vous à l'open source, savoir ce qui se passe. Intéressez-vous, pourquoi pas, au code, mais là je vais trop loin. Mais intéressez-vous aussi, et là vous ne pourrez pas me dire c'est de l'informatique donc ça ne nous intéresse pas, le low-code et le no-code. Liés à des modèles d'intelligence artificielle, vous pouvez faire de grandes choses sans un effort particulier de technicité. Voilà. Donc si vous avez des options à choisir, je vous conseille de les prendre parce qu'au quotidien, ça peut vous rendre de grands services à peu de frais. Et accessoirement, ça peut aussi faire la différence sur le marché du travail.
Après, il faut prendre un peu de recul aussi sur ce sujet-là. Globalement, les étudiants ici sont quasiment tous prédisposés d'un point de vue mathématique et statistique, qui est quand même une grosse composante de l'intelligence artificielle. Je me plais à croire qu'il y en a certains aussi qui connaissent un peu le VBA, donc qui ont déjà quelque part quelques rudiments de développement. Et globalement, si on prend un peu de recul sur ta réponse, Jean-Philippe, c'est aussi quelque part en combinant ces connaissances mathématiques, statistiques et de développement, les compléter d'une curiosité particulière sur ces nouvelles applications et globalement sur ces nouveaux modèles aussi qui, au-delà de leurs aspects plus techniques, présentent de l'intérêt financier qui peuvent avoir toute leur place dans les métiers de la banque de financement et d'investissement. Grégory, tu nous donnes une perspective Ouais, je voulais prendre le contre-pied de la partie, on va dire, purement technique de Jean-Philippe sur un point de vue strictement je vais appeler ça de gestion humaine. Quel que soit dans le type d'organisation dans lequel on voit bien qu'on est sur des choses qui sont aujourd'hui pas complètement, et je choisis mes mots, en contrôle. Or, dans des institutions, qu'elles soient financières ou autres, on est toujours amené face à un client, face à un régulateur, face à une inspection interne, à justifier des résultats, des décisions que l'on prend à un instant T. Et ça, c'est très structurant aujourd'hui et ça fait partie des peurs moi, que je ressens. Alors, ce n'est pas propre à l'IA générative, hein, c'est propre à tout type de nouvelles technologies où finalement la question que se posent la plupart des personnes, c'est où je m'arrête et où la machine prend le relais. Et là, on rentre dans des sujets très éthiques, mais qui aujourd'hui animent encore un certain nombre de personnes dans les organisations. Et ça fait partie de la gestion humaine, ça fait partie de la gestion du changement. Il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir l'accompagner. Et encore une fois, moi, la formule que j'aime bien, c'est la bonne réponse ne suffit pas. C'est pas parce qu'on donne la réponse scientifique qui va répondre à la question que forcément la personne en face va être convaincue, va changer ses habitudes, aura moins peur de ce qu'elle fait. Au contraire, elle aura peut-être encore plus peur qu'avant. Et toute cette partie gestion humaine, du changement au sens large, par rapport à la nouvelle technologie et par rapport à tout le contexte mouvant, parce que là on parle d'IA générative, mais demain ce sera peut-être autre chose. Je pense que c'est des compétences sur lesquelles il faut vraiment investir, parce que toute organisation en aura besoin demain si elle veut, j'ai envie de dire, survivre. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Olivier ? Je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure, mais finalement, ceux qui arriveront à conjuguer ces compétences en IA et en métier, c'est ceux qui seront capables de faire la différence, c'est-à-dire d'aller voir un client avec des insights que d'autres n'auront pas, avec des idées que d'autres n'auront pas. En fait, pouvoir jouer sur ces deux tableaux, je pense que c'est assez capital dans le fait de créer quelque chose d'intéressant et de nouveau. Donc, il y a plein de choses à faire en cultivant en fait cette double compétence. Alors, on a pas mal parlé du rôle de l'IA. Donc, on a beaucoup de choses qui sont en fait aujourd'hui de l'intelligence augmentée ou de l'intelligence qui assiste l'humain. On parle beaucoup de copilote. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude pour moi de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'être remplacé. En revanche, on a quelque chose qui peut nous aider. Ça fait écho à ce que tu disais, je pense, en introduction, pas mal. Il faut savoir bien l'utiliser. Donc, c'est aussi là que la compétence en IA est hyper importante. C'est-à-dire quand on sait comment c'est fait, on comprend où sont les biais et où ça peut ne pas fonctionner. Donc Romaric parlait tout à l'heure aussi de comment ça marche, les algos statistiques. Oui, ça devine le prochain mot le plus probable après. Donc ça, une fois qu'on sait ça, qu'on a compris ça, en fait, ça devient beaucoup plus clair, je pense, d'identifier les limites et sur quoi je peux m'appuyer avec ce genre de technologie et qu'est-ce que je vais pouvoir imaginer avec ça, conjointement avec mon IT, avec les gens qui vont m'aider à réaliser ces projets. Donc je pense qu'avoir bien ça en tête, c'est important. Nous, on mène pas mal de démarches d'acculturation aussi, comme vous, pour que quelqu'un qui est en fonction sur un poste commence à maîtriser le Python, les outils low-code, tout ce genre de choses. En fait, c'est de plus en plus important. Et je pense qu'après, c'est pas quelque chose qui va rester figé. Enfin, on voit que la technologie évolue assez rapidement. Si vous écoutez quelqu'un comme Yann Lequin, alors je ne sais pas si vous situez, mais Yann Lequin, en fait, c'est vraiment le ponte de l'IA, et ça fait, je pense, depuis les années 80 qu'il travaille sur les réseaux de neurones. Donc,
il gère le labo de recherche de Facebook. Si vous écoutez ce qu'il dit en ce moment, il nous dit l'IA générative est une impasse technologique. Ça fait réfléchir un petit peu. Donc, de son point de vue, en fait, on a été très loin dans les réseaux de neurones profonds, on a été très loin dans la force brute un petit peu de ce genre de modèle. Mais les IA génératives, en fait, elles ne savent pas raisonner. Elles savent en fait mettre des mots les uns à la suite des autres. Ça donne une apparence de raisonnement, ça fait du sens. C'est très bien pour manipuler du langage. En revanche, et je donne un exemple, en fait, ce qu'on fait, nous, intuitivement, c'est de hiérarchiser des actions. C'est-à-dire que quand vous voulez vous rendre à Lille, par exemple, bah, vous allez savoir qu'il faut prendre le train, qu'il va falloir prendre le métro pour aller prendre le train, qu'il va falloir... Et, voilà, et ainsi de suite, enchaîner plein d'actions, ce qu'une IA générative est absolument incapable de faire. Donc il y a en fait des pans de recherche entiers qui sont encore à découvrir. L'IA générative n'est pas du tout le bout de l'histoire en termes d'IA. Et tout ça, ça va continuer dans les années qui viennent à exploser, à se développer et à créer des nouvelles choses. Donc, même si aujourd'hui vous commencez à appréhender l'état de l'art de l'IA générative, en fait, il va se passer tellement de choses dans les années à venir que ça va être quelque chose de continu sur lequel il va falloir continuer de s'intéresser, d'apprendre et de continuer d'avoir ce raisonnement, de s'approprier ces choses-là dans son quotidien. Une manière de reformuler, c'est de se dire qu'au-delà des progrès technologiques, ce qui fera la différence, en tout cas pour cette génération de l'intelligence artificielle, ça va clairement être le facteur humain. Romaric, tu n'as pas tes notes, mais moi j'ai les tiennes. Et tu nous disais donc « be bold ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en français, c'est « soyez audacieux ». J'avais demandé à ChatGPT d'abord. Tout à l'heure, tu as dit VBA, tu voulais dire Python, en fait. Hein. Oh, ils savent faire les deux. Il n'y a plus de VBA dans les banques, a priori. Non, il n'y en a plus. Non, il y en a encore un petit peu. Juste avant de parler de Be Bold, je vais rebondir sur ce que disait Olivier, parce qu'il parlait de Yann Lequin. L'article était très intéressant, parce que l'hypothèse de Yann Lequin sur l'IA du futur, c'est, alors pour ceux qui connaissent, c'est en grosso modo le fonctionnement d'un cerveau limbique. C'est-à-dire quelques informations très simples, une action, un feedback, positif, négatif. Donc c'est votre cerveau au milieu qui réagit comme ça, je vous laisse réfléchir. Et quand vous réfléchissez, vous cachez le fonctionnement du cerveau limbique, donc c'est magnifique. Mais je trouve ça vachement intéressant parce que c'est quelque chose qui est justement dans l'action, dans la procédure, qui est justement le truc qui, dans notre vie quotidienne, nous embête beaucoup. Alors, Be Bold, pour expliquer, soyez audacieux, je vais prendre 2 points encore. Olivier, tu disais que job remplacé, pas remplacé. Moi, je vais citer un philosophe du début du XXIe siècle qui s'appelle Jean-Paul Mazoyer, directeur général adjoint du groupe Crédit Agricole, qui disait on ne pense pas que les jobs vont être remplacés. En revanche, il est possible que vous, il y ait quelqu'un qui soit très à l'aise avec les IA génératives et qui vous tape sur l'épaule pour éventuellement prendre votre job. Bon, c'est sa citation à lui, hein, donc je ne la fais pas forcément mienne. Donc, pour jouer avec vous sur cette citation, j'ai envie de tester. Alors, donc je vais être un peu bold, justement. Qui a essayé ChatGPT? Déjà, already. Ou un équivalent. Hein. C'est cool. Alors, il y a des professeurs dans la salle. Donc, les professeurs, fermez vos oreilles quelques secondes, s'il vous plaît. Qui a déjà utilisé ChatGPT pour répondre à un cours, ou une partie de cours, ou une partie de mémoire? C'est cool. Ça, c'est audacieux. C'est bien. J'aime bien. Donc, le message, c'est celui-ci. En fait, je l'ai fait avec mon fils, moi, pas plus tard qu'il y a une semaine. Il devait répondre, il a 14 ans, il est en 3e. Il devait faire un texte sur les surréalistes en peinture, vous savez, blanc sur blanc. Il était sec, mon fils. Et donc, il a essayé Copilot, il a fait un premier texte. Et ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais il se passe un truc. Comme on se le disait tout à l'heure, vous vous mettez à réfléchir indifféremment. D'accord, à vous dire, bah, tiens, en fait, c'est quoi ma valeur ajoutée par rapport à ce qu'a écrit Copilot? Bah, votre valeur ajoutée, ça peut être de changer les adjectifs par d'autres. C'est ce qu'a fait mon fils Maxime. Non, je plaisante. Ou bien de rajouter des paragraphes en disant, ouais, ça c'est nul, ça sert à rien. Ou bien d'aller plus loin. Et ben, dès que vous allez plus loin, c'est exactement ça, le niveau d'audace que finalement on va attendre de vous. C'est que vous puissiez utiliser ces outils-là comme une utilité, comme on utilisait Google Search il y a 20 ans, comme on a commencé à utiliser le livre dans les monastères, quand on a réussi à les imprimer régulièrement. C'est ça qui est vachement important. Une nouvelle technologie, il faut que vous l'appropriez pour que ça devienne
une utilité. Et dès lors, votre intelligence, rassurez-vous, ayez confiance dans votre cortex, il pourra aller plus loin, okay, en utilisant ces outils-là. C'est beau comme message, non? Tout à fait. Alors, on arrive au bout des différents thèmes qu'on devait aborder ce soir. Donc, j'imagine que ça commence la phase de Q&A. C'est bien ça. Donc, tout d'abord, on tenait quand même à vous remercier tous, les intervenants, de votre participation à cette conférence qui, je suis sûr, a soulevé plein d'interrogations et éventuellement permis à notre cher directeur de master de repenser aux potentiels changements qu'il pourrait faire afin de former les étudiants de demain. Il est là ? Et bien sûr qu'il est là. Et donc, mais peut-être que tu veux nous donner, que vous, les étudiants, vous voulez peut-être donner une perspective un peu particulière non, je pense qu'on est sur ces sujets-là de formation, d'éducation. Donc, je pense qu'on est la première génération finalement vraiment d'étudiants en train d'être diplômés, qui va être très impactée par tous ces sujets. Et forcément, la question se pose de savoir quelle va être notre valeur ajoutée, comme disait Romaric demain, comment aussi on peut prendre le virage, parce que forcément c'est la question qu'on se pose tous, de comment va-t-on sortir de Dauphine, avec quel emploi, finalement comment peut-on prendre le virage de l'intelligence artificielle, de ce qu'on a pu apprendre à Dauphine pour s'insérer dans ce monde du travail qui, on le sait, n'est pas forcément facile tous les jours. À savoir qu'une étude a ressorti que plus de 80% des étudiants en finance se posent la question de comment vont-ils réussir à s'insérer, parce qu'on le sait tous que pour la plupart des juniors, les tâches peuvent être un peu redondantes et on le voit avec finalement l'utilisation qu'on a tous faite, parce que je vous ai tous vu lever la main, de ChatGPT. Est-ce que finalement on va être vraiment meilleur que ChatGPT et toutes les autres intelligences artificielles? Donc voilà, tout plein de questions qui se posent et qu'ont soulevé, j'espère, chez vous cette conférence. Donc, comme le disait Grégoire, afin que cette discussion reste donc participative et surtout voilà, très intéressante, on va ouvrir une petite session de questions-réponses. Donc, sentez-vous libre de poser une question et je suis sûr que tous les intervenants seront très ravis de pouvoir répondre à ces questions, même si elles sont un petit peu tricky. Merci encore à tous. Moi, c'est plus... Excusez-moi. Moi, c'est plus un... Enfin, je vais rebondir sur ce que tu étais en train de dire, Romaric, c'est que souvent, avec mon manager, j'ai ce débat de est-ce que j'ai envie d'utiliser justement l'IA pour optimiser mon travail, mais dans ce cas-là, je vais me sentir un peu bête et, dans ce cas, et pas vraiment développer mes connaissances et capacités, chose que d'autres étudiants qui n'avaient pas l'IA auraient fait, ou plutôt exploiter cette ressource au final qu'on nous donne, qui est à portée de main. Et donc on a souvent ce débat, et j'ai des amis, moi, qui refusent d'utiliser l'IA, parce qu'ils se disent, utiliser l'IA, c'est être bête et arrêter justement d'exploiter cette capacité de notre cerveau et être indépendant un peu. Donc on est souvent tiraillé entre ces deux psychologies, entre guillemets. Déjà, on touche à un truc qui est assez fondamental, qui est le modèle éducatif de chaque personne. Tu vois, on est sur comment on a appris les choses depuis qu'on est tout petit. Donc, être bousculé dans finalement quelque chose qui est fondamental pour nous, c'est pas facile. Donc, faire des choix vis-à-vis de ça, c'est assez personnel. Et donc, quand tu poses la question à 4 personnes, tu vas avoir sans doute la réponse corps de ce qu'elle est. Tu vois. Donc ça, c'est pour la psychologie. Ça fait 60 €. Non, après, Olivier l'a dit, on ne sait pas si c'est la dernière évolution technologique, peut-être qu'il y en aura une autre derrière. Mais néanmoins, essayer et justement se poser la petite question de la valeur ajoutée, finalement, ça ne coûte pas très cher. Enfin, ça coûte quand même 22 € par mois, mais il y en a une version qui est un peu gratuite, vous pouvez jouer. Ça ne coûte pas très cher et ça vous permettra de vous situer en disant mais est-ce que finalement j'ai une valeur ajoutée plus élevée? Vous verrez que vous y répondrez assez facilement, c'est oui. Mais en même temps, les 15 minutes, 30 minutes ou l'heure que ça m'a permis de gagner parce que j'ai une première version, ben, ça, je sais le redonner assez aisément via d'autres activités au sein de mon entreprise ou côté personnel.
Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, vraiment d'une manière utilitaire. Moi, pareil, j'ai encore une question pour toi, Romaric. Donc, je rebondis sur ce que tu venais de dire. Tu as dit donc que, en fait, la vraie audace, c'était voilà, de challenger ChatGPT. Voilà, s'il nous donne, on lui pose une question, il va nous donner une réponse avec plusieurs paragraphes. Et puis, on va être à même de se dire, OK, ça, je pense le retirer. Et maintenant, avec ta réponse, je vais voilà, ajouter ce que moi, je pense pertinent. Mais en fait, le truc, c'est que maintenant, on peut aussi dire à ChatGPT, OK, j'aimerais maintenant que tu assistes un petit peu plus sur ce point-là. Est-ce que tu peux développer? Et en fait, est-ce que nous, on est vraiment apte en fait à apporter une valeur ajoutée, puisque est-ce qu'on a en fait ChatGPT, on peut se dire qu'il a bien plus de connaissances que nous. Donc, est-ce qu'on peut vraiment le challenger finalement? Question pas facile, mais Oui. ChatGPT, aujourd'hui, il est entraîné pour répondre à toutes les questions. D'accord. Olivier, d'ailleurs, donnait un point tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez capté, Olivier et Grégory disaient, peut-être qu'on vit un moment où on a des grands modèles, un peu omniscients, qui savent répondre à tout, entre la recette du cheesecake et puis un contrat type pour faire, je sais pas, un swap de taux, tu vois. Mais en même temps, du coup, ils sont pas très précis, pas très profonds. Et puis, des modèles plus petits qu'on va ultra spécialiser pour justement pas répondre à la question du cheesecake, mais être super bon sur... Donc, tu vois, il y a déjà... ChatGPT, il va être sur l'aspect généraliste. Donc, il faut que vous fassiez confiance sur oui, moi, je vais devenir expert de la finance, de marché, des financements. Donc, à un moment donné, une connaissance métier, une connaissance sur les actifs financiers, une connaissance sur un secteur, ChatGPT, il ne va jamais l'avoir, en fait. Et donc, le temps que vous aurez gagné, moi, j'ai mis, je sais pas, 10 ans pour comprendre le métier de la banque de financement. Je suis un peu lent. Vous êtes beaucoup plus rapide. Mais, donc, tu vois, ces 10 ans-là, si en posant 5 questions à ChatGPT, tu as gagné 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, c'est autant de temps que tu passeras pour faire d'autres choses qui sont plus intéressantes. Peut-être, Romaric, je peux te donner un exemple dans la structuration des financements. Comme je vous disais tout à l'heure, on a aujourd'hui assez peu de données, alors beaucoup de données quantitatives, assez peu de données qualitatives, ou alors inexploitables aujourd'hui, parce que dans des PDF qui font 500 pages. Si aujourd'hui, pour aller voir mon client, je suis capable de dire sur les 10 dernières années, sur ce type de secteur, dans tel contexte de marché, de liquidité, voilà les prix et la structure de prêt que j'ai pu faire sur un projet qui ressemble, sans avoir à aller, et je vais employer le terme, farfouiller dans mon SharePoint d'entreprise, je pense que je gagnerai beaucoup plus de temps à repartir de quelque chose que j'ai déjà fait et que j'adapte pour justement aller voir mon client et peut-être aller chercher aussi des insights de marché que je ne pouvais pas aller chercher avant, pour encore une fois être plus pertinent face à lui et face à ce que je lui propose. C'est un exemple. On en a plein, hein, mais ça va passer vite. Si je peux compléter éventuellement, mais en fait, la façon dont je présente l'IA générative en général en interne, en fait, c'est de ne jamais l'utiliser comme une base de connaissances, parce que c'est extrêmement risqué. En fait, si vous lui posez une question, ce que disait tout à l'heure Romaric, il va toujours s'efforcer de répondre. L'exemple typique, c'est je lui demande « cite-moi 5 femmes premières ministres en France », il va m'en trouver 5. Sauf qu'il n'y en a pas 5. Et donc, la bonne façon de l'utiliser, en fait, c'est lui donner les données dont on a besoin. En fait, c'est surtout un moteur de raisonnement ou de compréhension du langage. Et donc, il faut l'utiliser pour ça, mais pas comme une base de connaissances. Surtout, jamais, alors en particulier en banque, où on a un devoir d'être extrêmement rigoureux par rapport à l'information qu'on manipule, mais même de façon générale, vous prenez un énorme risque, en fait, à s'appuyer directement sur ce qu'il dit ou sur des citations qu'il peut vous donner ou des idées. Donc, il faut toujours challenger, ça entretient en même temps notre esprit critique. Et puis pour rebondir sur ce dont on parlait juste avant, c'est que finalement, il faut continuer aussi d'aiguiser notre acuité intellectuelle et pas lui laisser tout faire. C'est quand même des compétences à développer. Donc, je pense que c'est important d'avoir bien ça en tête et compris de la façon dont ça fonctionne, ça nous éclaire sur ces limites-là. De mon côté, j'insiste aussi, c'est le même propos, mais le modèle d'intelligence artificielle propose, mais c'est quand même l'humain qui dispose. Il ne faut vraiment pas prendre pour argent comptant ce qu'une IA générative va vous dire, mais par contre, c'est une excellente base pour amorcer une étude plus poussée. On a d'ailleurs des témoignages chez nous
où quelqu'un qui ne connaît pas tel ou tel secteur va se mettre vraiment en situation de pouvoir comprendre ce secteur très rapidement grâce à un ChatGPT et un prompt bien formé. Il aurait été capable de le faire avec un Google, mais Google aurait donné des pistes qu'il aurait fallu pister une à une et creuser et lu, etc., condensé. Ici, c'est directement. On a, donne-moi les 5 points du secteur financier aux États-Unis, je dis des bêtises. Les 5 points, les voilà. Est-ce qu'ils sont vrais? Peut-être pas tous, mais ça permet d'aller plus vite sur des recherches et de se forger une connaissance qui n'est pas celle qui vient d'être fournie. C'est la connaissance, on se forge soi-même et on utilise le cadre qui est proposé par l'IA. Voilà. En fait, alors je le dis en français parce qu'on parle d'intelligence humaine augmentée. C'est vraiment des assistants. Si le produit Copilote s'appelle Copilote, c'est bien parce que c'est un assistant. Peut-être qu'un jour, on aura Skynet, pour ceux qui ont la référence, mais pour l'instant, non. C'est uniquement un copilote, et il faut le prendre comme tel. Sans priver, Célima n'est plus à sa place, mais je trouve ça étonnant. Pourquoi aujourd'hui il y a 20 ans, est-ce qu'il y a des gens qui se privaient de Google? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, je pense que personne, à part les gens qui ont un téléphone Huawei, mais personne ne se prive de Google. Ce n'est pas possible. Enfin, on ne peut pas vivre sans. L'IA générative, aujourd'hui, c'est balbutiant. Ça accélère à une vitesse incroyable. Je ne sais pas s'il y a eu un équivalent de disruption, comme on dit, similaire. Mais non, n'écoutez pas les amis de Célima. Utilisez l'IA générative, mais utilisez-la bien. Apprenez à vous en servir, et apprenez à vous en servir comme un socle pour aller plus loin, un peu comme, j'ai pas retenu son prénom, mais le fils de Romaric. Voilà. Le mien aussi, à 14 ans, il fait pareil. Hein, donc, concrètement, comment est-ce que ça se matérialise dans l'évolution de vos processus, respectivement, chez Cassib ou à la SGIB? Un exemple concret je peux en donner un. Alors, je vais rester assez général, mais on a des tâches qui sont répondre à des RFP, donc des appels d'offres. Ça veut dire qu'on se prend une série de 1000-1500 questions de nos clients sur comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait. C'est pas forcément une tâche extrêmement valorisante ni intéressante de refaire ces 1500 questions. L'IA générative, elle va nous aider justement à aller chercher la bonne réponse à chacune de ces questions et à se concentrer sur ce qui va rester de vraiment intéressant en fait dans ces questions-là, de vraiment différenciant. Donc c'est clairement quelque chose qui nous permet de passer assez rapidement sur les choses plus rébarbatives et se concentrer sur l'essentiel. Alors c'est un exemple parmi pas mal d'autres, mais je pense que c'est assez représentatif et révélateur de ce qu'on a envie d'en faire en tout cas. Attention, je vais vous donner des chiffres, vous êtes prêts? Quand on a fait le recueil des use cases d'IA générative au sein de la banque, on l'a fait il n'y a pas très longtemps, il y en avait plus de 70. C'est les use cases potentiels. Hein. Je ne fais pas la compétition avec Olivier, hein, mais des use cases qu'on va passer à l'échelle en 2024, il y en a 7. Donc je vais vous parler d'un des 7, sachant que les 7, ils ont tous un potentiel de réutilisabilité. Celui qui a, on va dire, le business case le plus évident, il est un peu rébarbatif, c'est la génération de code. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà testé ça, en VBA ou en Python ou en C ou en n'importe quel langage, vous faites le test, vous lui faites, je vous jure, le cas que je vous donne, il est vrai. Propose-moi un code Python pour compter les arbres sur une image satellite. Je vous jure, le cas, il est vrai. Il m'a fait un Python. D'accord? Et le Python compte les arbres sur une image satellite. Je vous jure, c'est vrai. Il marche, le truc. Et donc, c'est celui-ci qu'on va... Vous pouvez le faire partout. Hein. Quelle que soit l'industrie, dès qu'il y a l'informatique, vous mettez ça, vous allez faire gagner de l'efficacité à votre IT. Donc demain, plus de développeurs chez Cassib? Merci de l'avoir dit. Surtout pas. Surtout pas. Parce qu'il peut. Si moi je suis capable de dire que le code marche, c'est parce que je l'ai relu, je l'ai fait tourner, je l'ai exécuté. D'accord? Alors je ne suis pas un aussi bon développeur que mes collègues de l'IT de Cassib, c'est sûr, mais néanmoins il y a besoin de ça. Et puis pour faire du code très spécifique métier, il est à peu près certain que le code, vous n'allez pas pouvoir le sortir comme ça, quoi. Donc il y a besoin d'experts aussi là-dessus.
Je voulais juste rebondir sur ta question initiale sur base des process, parce que dès lors qu'on parle de nouvelles technologies, d'outils, d'optimisation, on est toujours très axé process, et je l'ai fait pendant très longtemps, dans d'anciennes vies. Et je pense que là, ce dont on fait face, il ne faut pas le prendre par le process, justement. Je pense qu'il faut le prendre par la fonction. Un originateur, un front, il fait des choses, il a besoin d'informations, il doit aller voir un client. Et ces process, déjà aujourd'hui, ils sont très hétérogènes. Chacun a fait les choses un peu à sa sauce. Et je pense qu'il ne faut pas chercher à avoir une approche processus, typiquement, face à cette technologie, mais plus à repenser la fonction de front office, d'originateur, potentiellement de coverage. Parce que si on fait ça par processus, on va adresser des petits bouts de chaîne de valeur, et je doute que ce soit très efficace. Je rebondis. Ce petit point-là, il est fondamental. Hein. C'est de mettre un peu de l'IA générative à droite et à gauche pour améliorer l'efficacité locale d'une personne. C'est super, ça va être facile, mais on va retomber dans l'artisanat dont on parlait tout à l'heure. Hein. Donc effectivement, il faut faire comme a dit Grégory, pour éviter qu'il y ait des robots qui volent dans les salles de marché, parce qu'il y a un mec qui a dit c'est super. C'est un petit clin d'œil, t'as vu, j'ai réussi. Donc il faut effectivement être capable de repenser le métier pour se dire comment je peux bénéficier au maximum de l'IA et de l'IA générative pour voilà, que je fasse mon métier aussi efficace et avec autant d'efficacité que possible. On va prendre les questions de l'auditoire. Donc, je pense qu'il y a une question ici. Bonjour à tous. Charles Glaser, je suis étudiant au BIM. Donc déjà, merci beaucoup pour les différentes prises de parole. C'était hyper intéressant. Ce que j'ai compris, c'est que dans un court terme, ce qui va être important, c'est l'IA générative, créer des GPT, des copilotes et Mistral AI pertinents, efficaces et répondant aux différentes problématiques que vous avez soulevées. Et la question que je me pose, en termes concrets, vous, votre vision de l'IA dans 10 ans dans les BFI, qu'est-ce que ça pourra être? Est-ce qu'on sera tous avec, je sais pas, nos Apple Vision sur la tête, on lancera nos robots et on fera de l'extraction qui peut être très simple ou très compliquée. Et donc moi, c'est ce que je me posais. Je sais que vous l'avez dit, Grégory, qu'il n'y a pas vraiment de boussole. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez que dans 10 ans, comment on ira au bureau et comment les tâches, comment on pourra avoir des différentes tâches grâce à l'IA? Je veux bien essayer, mais Olivier, je ne veux pas te prendre la... Alors... exercice pas facile, hein, boule de cristal, tout ça. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives pour essayer d'enlever le prompt, en fait. Parce que, comme ça a été dit d'ailleurs, le prompt, ça demande un certain niveau d'expertise et ça peut être une barrière à l'entrée. Ce qu'on voit aussi, c'est ce qu'on a dit avec les petits modèles très spécialisés qui sont très bons pour répondre dans un contexte donné. Et donc, ce qu'on peut imaginer, mais du coup, il y a une barrière éthique et de conformité gigantesque à passer, c'est l'intégration de l'IA générative dans le quotidien. C'est-à-dire que... Alors, désolé, je vais faire un peu de science-fiction, mais c'est la question que tu me poses. Hein. C'est, t'es le matin et t'es dans un contexte, tu te réveilles, et ça va te dire, voici tes 3 réunions importantes de la journée. Je t'ai préparé un résumé sur ta première réunion avec Grégory Gilson. J'ai été chercher toutes les informations. Voici ces 3 centres d'intérêt du moment. Si tu veux avoir de l'impact, voici ce qu'il faut que tu dises. Je fais une petite pause, ça va? T'as dit 10 ans, hein? 10 ans, ouais. Ouais. Moi, je pense ça. Je vais essayer de compléter. Je pense que c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Enfin, si vous repensez à comment on voyait le futur dans les années 50, si ça vous parle un peu, et ça rejoint ce qu'on disait juste avant, mais on se voyait avec exactement la même vie, mais des voitures qui volent à la place de voitures qui roulent. Donc on pense toujours l'innovation comme quelque chose de très incrémental et d'amélioration à la marge. Donc en fait, on ne peut pas répondre vraiment, et parce qu'en fait, on est aujourd'hui en 2024, on n'est pas sur la Lune, on n'a pas de voitures qui volent, et on est plutôt en train de repenser un certain nombre de choses au vu de la crise climatique et de tout ce que vous avez en tête.
Donc cet exercice-là est quand même très délicat. Mais l'enjeu qu'on a, nous, c'est effectivement de repenser, et je rebondis sur ce que disait Grégory tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on repense nos façons de travailler? Donc effectivement, en repartant des métiers, c'est une très très bonne réflexion, une très bonne approche, mais ça ne répond pas forcément à ta question. Moi, je pense qu'il y a tout des pans d'IA, en fait, qui sont encore à explorer, et notamment dans le fait de... si on s'inspire, enfin, en gros, si on s'inspire du cerveau humain qui est d'une efficacité redoutable, c'est-à-dire que pour, je crois que c'est 20 watts, on a une capacité de raisonnement qui énergétiquement est ultra efficace. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, on a des zones de raisonnement qui sont assez bien segmentées, qui ont des fonctions particulières, qui sont organisées. On sait aussi organiser notre façon de faire pour mener des actions en incluant toutes les actions intermédiaires pour arriver à l'objectif. En fait, si on a des IA qui savent commencer à découper leur action en petits éléments pour arriver à un objectif, ça peut nous permettre d'ouvrir énormément de choses qu'on n'a pas du tout en tête aujourd'hui. Donc te dire ce que ça fera exactement, je ne sais pas, mais en revanche, ça nous laisse un pan d'exploration qui est assez conséquent. De mon côté, 10 ans c'est énorme, surtout quand on a parlé du fait que l'accélération était elle-même énorme juste sur 1 an et demi. Donc j'y vais là, c'est open bar sur l'imagination. Ce que Romaric disait tout à l'heure, c'est on va pouvoir me donner tous les éléments pour préparer mon entretien avec Grégory. Et du coup, je suis face à face avec lui et j'ai plus d'impact. Et c'est moi, face à. Je pense qu'on pourrait très bien imaginer qu'on soit représenté par des agents qui soient nous, mais dans le monde du numérique. Et à qui on délègue certaines actions, dans une certaine limite, bien sûr. Et qu'on ait un pan de nos activités quotidiennes sans trop de plus-value qui se fasse tout seul, en notre nom. Après, ce dont il faut quand même bien se rendre compte, c'est que globalement, l'IA générative génère quelque chose. Le vrai sujet, c'est qu'on est tous payés aussi à prendre des décisions et globalement à assumer les responsabilités des bonnes et des mauvaises conséquences de nos actions. Aujourd'hui, ce type de modèle n'est pas propice à ce type de choses. Donc, il ne faut pas voir l'IA générative comme globalement un outil qui peut répondre à tout. C'est relativement complémentaire déjà de ce que disait Romaric aussi sur les générations de modèles un peu plus anciennes, traditionnelles, qui elles visent précisément à prédire quelle va être la meilleure action. Et quelque part, dans 10 ans, une chose est sûre qui ne va pas changer, c'est qu'à un moment donné, on sera toujours en capacité à assumer globalement nos responsabilités et que c'est globalement là où il va falloir trouver le baromètre entre ce qui va relever aussi de notre interprétation propre, de ce qui va relever d'une interprétation plus algorithmique, avec tout globalement les biais et toutes les approximations probabilistes que peuvent avoir ce type de modèle. Donc ça renforce un peu également tout ce qu'on s'est dit tout au long de la conférence, l'esprit critique, la capacité à recroiser des domaines, à recroiser différents types de compétences. Donc le futur n'est pas fondamentalement différent de ce à quoi on a été astreint quand nous on a été étudiants. Ça va être une bonne dose d'apprentissage et d'esprit critique avec potentiellement différentes informations fournies par ces contenus et ces IA génératives. Si je puis me permettre, je pense que l'IA n'a pas le monopole des biais et des approximations. Bon. Précisément non, puisqu'elle hérite des nôtres. C'est ça qui est assez ironique aussi dans ces sujets. Mais ça revient quand même à dire que l'esprit critique, à la fin, est fondamental dans la manière dont on collabore avec ses copilotes. C'est pas pour rien qu'il y a deux pilotes dans des avions. Hein. C'est qu'à un moment donné, il y a responsabilité partagée. Donc demain, il y aura peut-être un copilote et un vrai pilote. Peut-être encore une fois pour donner un élément de réponse pour travailler avec Bastien, puisqu'il est dans nos équipes. Cruncher de la donnée, choper des flux, faire des simulations de rating dans des outils un peu vétustes, tout ça prend du temps. Certes, c'est formateur, mais c'est pas très valorisant, si je peux me permettre, Bastien, de parler en ton nom. Si dans 10 ans, tu as une IA qui te fait tout ou partie de ce genre de choses, avoir ta capacité de discernement, non pas pour faire, mais pour décider s'il faut prendre à droite ou à gauche, je pense que déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Et le temps que tu passes pas à faire ça, c'est certainement du temps qu'il aura passé avec un senior avec beaucoup d'expérience pour aller pitcher un ou plusieurs clients. Et là, moi, je vois du relationnel,
je vois une valeur ajoutée et quelque chose que l'IA ne pourra pas faire. Ou pas de la manière dont le fait aujourd'hui quelqu'un d'expérimenté sur ce marché-là, qui a vu 150 deals dans sa carrière. Ça, c'est pas l'IA qui va l'apprendre, je pense. Merci Grégory. Je propose de laisser la parole à Hamza Baji pour une deuxième question. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Je tiens tout d'abord, je me joins à Bastien pour vous remercier pour la qualité de vos interventions et pour tout l'éclairage que vous avez pu nous apporter ce soir. Alors, je voulais revenir sur un point qui était effleuré tout à l'heure, et ma question va sans doute te plaire, mon cher Grégoire, parce qu'on a eu l'occasion d'en débattre plusieurs fois. Ma question se rapporte à la viabilité économique des acteurs de l'IA générative. Donc vous, en tant qu'acteur d'innovation dans la BFI, pour l'intégration d'une technologie, vous certainement vous penchez sur la viabilité de cette technologie-là. Vous avez cité tout à l'heure les aspects qui se rapportent au coût, mais il y a également des points qui se rapportent à la viabilité économique du fournisseur, quoi, enfin de l'acteur de l'IA. Autrement dit, est-ce qu'il y a une probabilité acceptable pour que cet acteur-là continue à exister demain, qui fournisse le service qu'il fournit aujourd'hui à un prix, autrement dit un coût pour vous, qui reste acceptable. Or, on sait très bien qu'il y a des interrogations sur la structure de coût, le modèle économique de certains acteurs de l'IA, ChatGPT notamment, et qui voudraient que, aujourd'hui plus qu'hier, on sait aujourd'hui dans les problématiques, on rentre dans une ère inflationniste qui est complètement hallucinante, avec des problématiques sur le prix de l'énergie, sur le coût de production des CPU, des GPU, donc tout ce qui se rapporte à ces problématiques-là, et qui exacerbe en quelque part cette question de viabilité économique des acteurs. Est-ce que ce sont des points que vous intégrez dans vos réflexions dans le cadre des études de ces nouvelles technologies ? Alors, pas forcément de réponse définitive, parce qu'on est clairement au début de la réflexion de tout ça, mais oui, clairement, enfin, nous, dans notre équipe IA pour le groupe, on a quelqu'un qui est en charge de ce qu'on appelle l'IA responsable. Donc, c'est justement de réfléchir comment utiliser ces IA à bon escient, minimiser l'empreinte et l'impact qu'elles auront, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'un modèle plus performant, plus petit, c'est celui-là que je vais prendre plutôt que quelque chose de plus impactant, plus gros, plus consommateur. Et en termes de coûts et de structure de coûts aujourd'hui, c'est un peu tôt en fait pour avoir une vision sur comment les choses vont évoluer. Ce qu'on voit évidemment, c'est que c'est un environnement ultra compétitif, mais sur un plan très technologique, parce que les use cases et puis l'implémentation concrète dans nos environnements, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que pour l'instant, on est au début, on y va assez prudemment, on apprend et on a beaucoup de choses à apprendre. On n'a pas beaucoup plus de use case que vous, c'est du même ordre de grandeur. Donc, en tout cas, il est un peu tôt pour nous pour rentrer dans des logiques vraiment de problématiques autour de la dépendance et de ces questions de coût, vraiment. Peut-être essayer de rebondir. Déjà, c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Ça, c'était pour gagner du temps de réflexion. En fait, de ma compréhension, il y a un peu deux modèles économiques. Il y a un modèle par abonnement que vous connaissez tous, hein. C'est le 22 $ ou euros dont je parlais tout à l'heure, qui marche à peu près de la même manière, que ce soit ChatGPT, que ce soit Copilot ou des équivalents. Les prix sont assez proches. Et puis, il y a un modèle plutôt par interrogation, où là, c'est un truc un peu plus subtil. C'est le nombre de tokens interrogés sur une période de temps avec... voilà. Les prix sont dérisoires. Le prix du token chez OpenAI, de mémoire, c'est 0,1 centime, something like that. 1,50 € par million de tokens, je crois. Ouais, donc un truc... alors, je suis peut-être même un peu au-dessus encore. Donc. Ouais, un token, c'est à peu près... Enfin, 2 tokens pour un mot, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Et donc, clairement, ça sous-entend, de ma lecture à moi, et vous me direz si vous êtes en phase, un passage à l'échelle assez massif pour être capable d'avoir quelque chose qu'on puisse mettre en face des coûts de structure qu'on peut imaginer pour être capable de gérer ça. Aujourd'hui, quand on regarde les investissements,
c'est de l'investissement croisé. C'est Microsoft qui autorise OpenAI à utiliser quasiment crédit illimité de leurs ressources. Donc, moi, j'appelle ça de l'achat de parts de marché. Hein. Je suis présent massivement pour être capable d'aller capter une certaine part de marché pour que derrière, voilà, je puisse aller bénéficier de cette clientèle pour aller l'équiper. Donc, ça pose effectivement la question du modèle économique. Donc, vu de notre avion, ce n'est pas forcément le problème principal à ce stade, parce que finalement, il y a de la concurrence et que, alors, je ne veux pas trop en dire, mais d'une certaine manière, on essaie de ne pas trop être lié à un éditeur. Okay, à un éditeur au sens soit cloud service, soit LLM. Donc on a une sorte de vigilance, je pense que c'est ce que Olivier voulait dire aussi, on a une vigilance vis-à-vis de ça. Néanmoins, et ça c'est un point qui est crucial, il y a eu un graphique qui a été publié pour projeter la consommation de ressources électriques en kilowattheure des LLM si ça continue la tendance comme ça, et je crois que ça croise la courbe de production mondiale quelque part en 2032 ou un truc comme ça. Donc il y a un souci. Ouais, il y a quand même une étude où 25 prompts GPT, c'est un demi-litre d'eau. Donc à ce rythme-là, on a quand même de sérieux soucis à se faire. Mais ce qui est également intéressant et peut-être qui était un corollaire de la question d'Hamza, c'est quand vous additionnez le coût des GPU, que vous additionnez le coût potentiellement de développement de ces modèles-là, et quand on fait écho globalement au retour sur investissement dont tu parlais tout à l'heure, Romaric, aux environs de 15%, est-ce qu'à ce stade, vous voyez globalement la viabilité de ces cas d'usage, ou c'est encore trop tôt pour se prononcer? Tel qu'affiché en termes de prix, et encore une fois, le prix ne représente pas forcément le coût, on est d'accord là-dessus. Hein. Il peut être en dessous, il peut être au-dessus, probablement en dessous à ce stade. Pour nous, c'est viable, très clairement. Non, tout à fait d'accord. La question de la soutenabilité, elle est à adresser encore aujourd'hui. Tu parlais de l'impact là. Alors, ce qui n'est pas évident, en fait, c'est de resituer ce débat-là dans l'image globale de tout ce qui est empreinte carbone. Parce qu'en fait, on dit ça et on parle des coûts de l'IA générative. On est encore, à mon sens, très loin derrière les coûts du streaming vidéo, Netflix et tout ce que vous voulez. Et donc le débat, il est un petit peu biaisé de ce point de vue-là, parce que ce n'est pas encore vraiment le cœur du sujet. Donc, à mon sens, la réflexion que j'aurais, c'est de dire que l'IA, aujourd'hui, a beaucoup plus de potentiel à nous aider à résoudre les enjeux de la crise climatique que le streaming vidéo. Et en particulier, si on pense... il y a énormément d'applications, en fait. Alors, tout ce qui est, par exemple, les réacteurs à fusion nucléaire dont on a besoin pour générer de la puissance et entretenir la création d'énergie. L'IA nous aide en fait à stabiliser ce genre de fonctionnement. Donc c'est pas en fait si simple que ça consomme ou ça consomme pas. C'est qu'il y a une équation quelque part entre l'apport que ça a pour nous et le coût que ça représente. Donc encore une fois, effectivement, c'est pas forcément une notion de coût à très court terme, c'est plutôt la soutenabilité de ces modèles-là et la consommation énergétique qu'on a en face qu'il va falloir prendre en compte et assez vite. Mais de façon très globale, enfin, pas juste l'IA générative ou l'IA en particulier. En somme, il y a une équation qui combine des coûts, des potentiels revenus et tout un aspect quelque part environnemental dont il est encore un peu tôt pour se prononcer, si je comprends bien. Non, moi, je rajoute un tout petit point pour corriger. Économiquement, c'est viable. D'accord, tel que affiché par les providers, c'est viable. Mais effectivement, en termes environnementaux, on n'en est pas à cette étape-là. Hein. En tout cas, pour nous, CACIB, on n'a pas du tout encore fait l'analyse d'impact sur les sujets environnementaux. Et vous avez raison, hein. C'est crucial en termes de consommation énergétique, en termes de consommation de ressources, évidemment. Donc là-dessus, avec l'équilibre qu'a dit Olivier, hein, c'est que les bénéfices, ils sont aussi ailleurs que simplement dans nos services financiers adorés. Merci. Je voudrais ajouter une chose, c'est est-ce que tous nos cas d'usage ont besoin de la puissance démentielle d'un LLM GPT-4, GPT-5, GPT-6, etc. Ou est-ce que, pour certains cas d'usage, on peut se contenter d'une performance moindre, mais qui suffit au métier? La question, c'est comment on mesure cette performance et cette satisfaction.
Mais il n'y a pas que le cloud et les LLM d'Amazon, de Google et Microsoft dans la vie. Hein. J'ai parlé d'open source tout à l'heure. On a aussi des data centers. Alors certes, il y a peut-être une petite révolution à mettre en place pour aller par là, mais je ne pense pas qu'on ait besoin tout le temps, à tout moment, de l'énorme capacité de tous ces modèles du marché. Voilà. Donc avoir certains cas d'usage qui tournent chez soi au sens infrastructure maîtrisée, etc., ben, ça libère quand même pas mal de sujets qui viennent de se poser. Est-ce qu'il reste encore de la place pour ces grands modèles? Certainement, mais je crois qu'il faut être un peu raisonnable aussi. Voilà. Pardon, enfin, en tout cas, oui, je partage complètement effectivement ton point. Enfin, il y a plein de cas finalement où c'est pas du tout utile. Et après, pour reprendre aussi ce dont je parlais tout à l'heure avec Yann Lequin et sa vision sur l'IA générative qui serait une impasse, il y a probablement quelque chose de vrai là-dedans. C'est-à-dire que j'en reviens au cerveau humain qui consomme 20 watts, si on l'estime, pour faire des choses quand même relativement complexes et avancées. L'avenir, il est plutôt vers des modèles en fait comme ça et des IA qui vont être beaucoup plus efficientes. Et je suis pas fondamentalement persuadé que les grands modèles de langage tels qu'on les connaît aujourd'hui sont amenés à perdurer au-delà de quelques années qui sont devant nous en fait. Alors, merci beaucoup pour toutes ces interventions. On va être obligé malheureusement de couper un peu cette session de questions-réponses. Cependant, donc, le master a le plaisir de vous inviter à un petit cocktail à la suite de cette conférence et j'espère que cela pourra vous permettre, si certaines personnes de l'Assemblée souhaitaient encore poser quelques questions à nos intervenants, donc de pouvoir le faire. Donc, je vous invite donc à vous diriger vers la sortie dans l'espace juste devant l'entrée de la salle pour partager un petit verre avec nous et clôturer en beauté ce moment de partage. Voilà. Merci encore à tous.